Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitour, on a le plaisir d'écouter Eliezer Charodotsky et tu vas nous parler un petit peu de ce qu'on appelle en Israël Yom Shachare, le jour d'après. Est-ce que le jour d'avant, le 7 octobre, sera le même que le jour d'après? Et quelles seront les limites géographiques du territoire d'Israël? Bechavod. Shalom, shalom. Vous allez bien? Yofi. Bon, écoutez, moi, ces derniers temps, je me sens un peu stupide. Pourquoi? Parce que chaque fois que je m'adresse à des amis, des personnes euh, éduquées, des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent, et que je dis, mais attends, mais tu pourrais, qu'est-ce que tu penses des frontières de l'État d'Israël après la guerre? Peu importe quand arrivera ce lendemain, mais que ce soit dans un mois, dans un an, je ne sais pas. Quelle frontière? Et puis, chaque fois, je suis ébloui par le regard que je rencontre d'incompréhension totale du genre, mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Mais comme si c'était une question d'une impertinence, alors, à force de poser la question, des personnes, je ne sais pas, chacun des spécialistes dans ses domaines, etc., eh bien, je me rends compte que les gens n'y pensent pas du tout. Les gens n'y pensent pas du tout et peut-être que je suis le seul qui tout d'un coup a pensé à ça et dit, mais les amis, c'est d'une pertinence invraisemblable. Pourquoi? Pourquoi? Alors là, tout d'abord, je vous livre mes sentiments à votre jugement et puis ensuite, ben, je vous invite à réagir et à penser peut-être qu'effectivement, ma, mes pensées sont complètement futiles, elles n'ont pas lieu d'être et on n'en est pas encore là. Puis bon, c'est impertinent, peu importe, mais enfin, moi je suis euh, foncièrement convaincu que c'est une des grandes questions qu'on doit commencer à aborder pour ne pas encore une fois être pris de court et être pris par surprise et à l'improviste. Oh, ben dites-moi, mais qu'est-ce qui est, regarde, où doivent passer nos frontières sud, nos frontières nord? Pourquoi ça me semble tellement évident? Parce qu'il ne faut vraiment pas être ni un stratège, ni un futuriste, ni un spécialiste des questions démographiques, géopolitiques, etc., etc., pour comprendre que le lendemain de la guerre, les frontières d'Israël, tant au nord qu'au sud, ne pourront pas demeurer telles qu'elles étaient au 6 octobre 23. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très, très simple. Très, très simple. C'est que personne ne sera prêt à élever ses enfants avec des voisins dont dont le nom c'est soit Hezbollah, soit Hamas. Donc, pour que les plus de 150 000 juifs qui ont été évacués du nord ou du sud du pays reviennent dans leur Yeshuvim, eh bien, ils doivent savoir que de l'autre côté de la frontière, eh bien, il n'y a plus le Hamas, il n'y a plus le Hezbollah, mais il y a une présence juive, quelle que soit sa forme. Je n'entre pas encore dans le détail, mais au minimum, ça doit être Tzal. Au maximum, ça doit être Gush Katif, etc., etc. Au minimum, ça doit être de la même manière, Tzal au nord. Au maximum, ça doit être des Yeshuvim, une présence juive beaucoup plus euh, intense, dense, civile ou militaire. Moins que cela, tout au plus, il y aura je sais pas, des zones industrielles peut-être, mais certainement pas des écoles, des jardins d'enfants et des papas et mamans qui vont éduquer là-bas leurs enfants. C'est-à-dire, en traduisant ces choses dans des termes très clairs, c'est que les frontières vont soit s'élargir, et quand je dis s'élargir, ça ne veut pas forcément dire que au niveau international, au niveau des cartes, tout va être revu, tout va être... Non, je parle de facto, qu'il y aura une présence juive au-delà des frontières
du 6 octobre 2023, il y aura une présence juive et plus une présence terroriste, mortifère et islamo-nazie de l'autre côté des frontières d'il y a 3 mois, il y aura une présence juive. Sous quelle forme, je ne sais pas. Soit, si la guerre n'est pas menée à bien, ou bien si ces buts ne sont pas atteints, et qu'il y a là-bas une présence arabe qui tôt ou tard va redevenir Hamas, qui tôt ou tard va revoir les unités du Hezbollah au nord, du Hamas au sud, eh bien, Israël va se rétrécir. Encore une fois, pas sur la carte, forcément. Sur la carte, il y aura, encore une fois, les frontières auxquelles on s'était habitué. Mais beaucoup moins de personnes, pour parler un langage, parler avec des précautions, beaucoup moins de personnes vont vouloir vivre dans des conditions où ils sont otages potentiels, où ils sont victimes potentielles, pas seulement de tirs de roquettes, mais de véritables pogroms. Et ça, c'est une chose qui doit être assez évidente. Il me semble qu'elle est tout à fait évidente à tous, mais que pas tout le monde a encore tiré les conclusions quant aux frontières. Quant aux frontières. C'est la première chose qui doit être évoquée. Jusque-là, ça va? Euh, Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est importante, et dans le cadre de cette redéfinition des frontières, c'est que le 7 octobre a prouvé une chose très importante, même à ceux qui ne voulaient pas y croire, c'est que le conflit ne portait pas sur les frontières, mais sur l'existence même de l'État juif. Le, euh, euh, la monstruosité de l'acte terroriste du 7 octobre, eh bien, ne s'en prenait pas au résultat de la guerre des 6 jours. Il s'en prenait, il se prenait même pas au résultat de la guerre d'indépendance. Il s'en prenait aux Yishouvim qui étaient, pour leur majorité, établis en Eretz Israël encore avant 48, avant la guerre d'indépendance. Villes, Yishouvim, etc., etc. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas là de lutter contre les résultats de la guerre des Jours, contre les implantations, entre guillemets, contre l'occupation de 67, etc., etc., encore une fois, entre guillemets, mais contre le résultat du mouvement sioniste, le résultat de l'aspiration sioniste millénaire, bimillénaire du peuple juif. C'est de cela qu'il s'agissait. Euh, donc, ce qui importe, en gros, ce qu'on doit en tirer, c'est pas les frontières, c'est la terre, c'est la souveraineté, c'est à qui appartient la terre. D'où la futilité de la sanctification des frontières de 67, de 49, rien à voir avec les frontières. Nos voisins veulent avoir la paix à leur façon, telle qu'ils la définissent. Et la paix telle qu'ils la définissent, c'est l'islam qui règne sur toute la terre. Nekuda. La paix du Dar el-Islam. OK.
Donc là, ce qui importe, encore une fois, c'est plus les frontières, mais qui est maître, qui est souverain de la plus grande partie de Eretz Israël. Et là, la question n'est plus de sauvegarder telle ou telle frontière, mais de s'étendre sur un maximum du territoire d'Eretz Israël. La question, ce n'est pas une question de où va passer les frontières, mais du vecteur, de la direction. Est-ce qu'on est dans la direction de l'expansion ou est-ce qu'on est dans le rétrécissement? Est-ce qu'on est dans le régime? On doit maigrir. Ou est-ce qu'on est dans la pâtisserie? On doit prendre du poids. Euh, Maintenant, on a grand intérêt que le vecteur soit vers l'expansion. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore prêté attention, eh bien, ça fait 50 ans qu'Israël est en train de se rétrécir à une très grande exception près. En 73, on avait nos frontières les plus vastes, même plus grandes que celles de la guerre des 6 jours. On avait pris encore une petite portion du Ramat Golan jusqu'à Koneitra. Et puis, après, on commence à céder. On commence à céder au nord, on commence à céder au sud, dans les lignes de séparation de feu qui sont petit à petit imposées dans la diplomatie du channel diplomacy, comme on dit, de channel, non, je ne sais pas, du va-et-vient de Henry Kissinger. J'hésite à dire Zichrono Livracha. Ah bon. Feu Henry Kissinger. Ensuite, bon, c'est Camp David, 78, 79, jusqu'en 82, où Camp David est mis en œuvre et on quitte toute la péninsule du Sinaï. Ensuite, bien entendu, Oslo, etc., etc. C'est-à-dire que on est en train de se rétrécir. Les accords de Oslo, Aleph 93, où on quitte Gaza et Jéricho, ensuite Oslo Bet 95, où on quitte toutes les grandes villes, à l'exception de Hebron, de la Judée-Samarie. Ensuite, 2000, mai 2000, on fait retrait unilatéral de la zone de sécurité au Liban Sud. 2005, c'est le démantèlement, l'évacuation et le déracinement des plus de 20 Yishouvim de Gush Katif et du nord de la Samarie. La seule entrave à ce vecteur de rétrécissement des 50 dernières années et la seule entrave de très très grande importance, eh bien, c'est les plus de 500 000 juifs établis en Judée, Samarie. On voudrait parler de Gaza, mais non, on ne peut plus. Ramat Golan et tous les yeshuvim, toutes les localités de la Judée, Binyamin et Samarie. Mais on voit que la tendance
générale des 50 dernières années, eh bien, c'est une tendance au rétrécissement. Maintenant, si on veut inverser cette tendance, eh bien, il faut naturellement justifier ça. Alors, on peut justifier ça, hein, par nos ennemis, c'est-à-dire ils rendent, ils nous forcent, c'est un élargissement, on pourrait dire expansion forcée, expansion en brera, comme on aime le dire en hébreu, parce qu'on ne peut plus vivre avec de tels voisins assoiffés de sang juif, donc on doit établir une présence juive israélienne de l'autre côté des frontières, à Gaza, etc., etc. Mais je pense que comme justificatif, on a besoin de quelque chose beaucoup plus fort et beaucoup plus significatif. Et là, je voudrais passer en revue quelques éléments, de ces légitimations à la présence juive et à l'expansion des frontières d'Israël vers Gaza et vers le Liban Sud. Tout d'abord, je voudrais montrer des frontières à Kshnia. Johan, tu pourrais me faire co-host? Johan? Johan, ou celui qui est hôte, un gars, pour que je puisse partager des... Parce que là, je ne peux pas partager. Brigitte, Michaud? Oui, ah, tu essaies de l'appeler, je comprends. C'est d'accord. Donc, je voudrais d'un livre dont on a déjà parlé, c'était Tova Haaretz Meod Meod, sur les frontières d'Eretz Israël, du Rav Chaim Israël Steiner. Où c'est un livre qui ne parle pas seulement de Torah et de géographie, mais qui a aussi un aspect historique et qui parle, par exemple, de Gaza, où on, au début, regarde, quand est-ce que c'était là? Euh, Début 20e siècle, une association s'adresse au Rav Kook quant à l'achat de terres entre Rafiach et El Arish. Ah, voilà, là je peux montrer. Voilà, donc là, vous regardez, vous voyez la carte. Vous voyez la carte, là, c'est différentes frontières, mais on ne va pas en parler maintenant. Là, donc ça, c'est le Sinaï, le Sinaï. Là, vous avez Gaza actuel, avec la ville de Gaza. Là où je montre avec la flèche, c'est Rafiach, ou Rafah, et donc les terres qui étaient proposées, c'était des centaines de dunams entre Rafiach et El Arish, et la rivière de El Arish. Quelle est la réponse du Rav Kook à ce sujet? Aldvar Kniatrev el Admat Be'eretz Israël, quand vous parlez d'achat de terre Be'eretz Israël, donc c'est Eretz Israël, Mitam Aguda Gdola, Baalat Rechush Agud, noté ata על פי צירוף הסכמת לרפיח, כן? על פי צירוף הסכמתי, je joins mon accord pour rachat de cette terre entre Rafiach, שתחת יד בריטניה, שמתנו appartient
à l'Angleterre. Encore une fois, c'est le début du XXe siècle. Al-Yad El-Arish, près de El-Arish. כאשר נודעתי שכבודו יודע את העניין לפרטי הציע וכו' וכו' וכו'. Donc, on voit que il y avait des terres qui étaient achetées là-bas, encore une fois, pas par hasard, mais avec l'accord du Rav Kook, parce que c'est consensus entier que ça fait partie du Eretz Israël. Maintenant, vous voyez les lignes en pointillés. Toutes ces lignes en pointillés, eh bien, elles indiquent les différentes opinions quant aux frontières bibliques d'Eretz Israël. Donc, par exemple, je vais essayer de... là, la ligne en rouge, c'est l'opinion du Radbaz. La ligne noire, c'est est-ce que c'est la ligne noire? Non, c'est pas la ligne noire, c'est la ligne verte. C'est du Radbaz aussi. Vous savez, et ça, c'est les lignes les plus, et comment dire, qui rétrécissent les frontières d'Israël au minimum, parce que la controverse porte à la définition de ce qui est le Nachal Mitzrayim, la rivière de l'Égypte. Est-ce que c'est le Nil, le Nilus, oui, et où est-ce que c'est le Wadi El Arish? Donc la plupart des opinions, Rashi, Rambam, Kaftor Vaperach, pensent que c'est le Nil. Mais même ceux qui pensent que c'est beaucoup plus proche de Gaza, que c'est le Wadi El Arish, eh bien, selon leur opinion, eh bien, Gaza, ça fait partie intégrante de Eretz Israël. Mais maintenant, remontons au nord. Remontons au nord, on voit qu'on en a déjà parlé il y a quelques années, mais là, j'en reparle dans le cadre de nos frontières, parce que c'est une discussion qui n'est plus seulement théorique, mais qui est hyper pratique maintenant. On voit aussi que les frontières nord d'Eretz Israël, selon toutes les opinions, elles incluent l'essentiel du Liban, c'est-à-dire pas seulement le Liban jusqu'à Tyr ou jusqu'à Saïda ou même jusqu'à Beyrouth ou même jusqu'à Tripoli, mais d'après les opinions de Kaftor Vaperach, Jabal el-Akra, ou d'après le Rambam, c'est le Banyas. Banyas, ce n'est pas le Banyas auquel on est habitué du Ramat Golan, non, c'est le Banyas qui est au nord de Tripoli, qui est en Syrie, donc qui inclut tout le Liban. Et donc, on voit que au niveau biblique, tant Gaza que certainement le Liban Sud, c'est-à-dire vous voyez ici les contours de la rivière du Litani, qui est à 20 km au nord de la frontière israélienne d'aujourd'hui, eh bien, ça fait partie de Eretz Israël. Et ce n'est pas seulement au niveau tanachique, c'est-à-dire que on en a déjà parlé, il y a eu une ityashvut juive à Latakia. Latakia, bon, c'est une ville en Syrie, dans le cadre, en 1883-84, il y avait des terres qui étaient achetées là-bas par Chibat Zion et une présence juive. Les Juifs qui habitaient au sud du Liban ne faisaient pas Yom Tov Sheni. Il n'y avait pas Yom Tov Sheni, le deuxième jour de fête, Yom Tov Sheni Shel Galuyot, dans les communautés juives de Tyr, de Marjayoun, etc., etc. Ken Tyr, il se trouve le grand port Tzor en hébreu du sud du Liban. Eh bien, il y avait toujours une présence juive ici, lorsque Binyamin de Tudela arrive il y a 800 ans, un peu plus de 800 ans là-bas, eh bien, ils y trouvent là-bas
communauté de 500 familles, plus grande que la communauté juive de Jérusalem de l'époque. D'ailleurs, il faut le dire qu'en 1920, lorsque l'organisation sioniste soumet ses exigences à la Société des Nations, à Versailles, etc., eh bien, ils incluent leurs demandes, telles qu'elles sont formulées par Weizmann, Sokolov, etc., telles qu'ils ont été tracées par une personne du nom de Shmuel Sokolovski, eh bien, ils disent que les frontières, Talkovski, pardon, pas Sokolov, c'est Talkovski, les frontières du futur État juif, eh bien, la frontière nord, ça doit être le long du Litani, de la rivière du Litani, qui est aujourd'hui, je le répète, à 20 kilomètres au nord de la frontière nord d'Israël. Donc, ça, c'est une première chose, ou une deuxième chose, pardon. Il y a une légitimation biblique qui est la source de toute légitimation, même si elle n'est pas toujours très populaire, elle n'est pas toujours très bien reçue dans le droit international, etc. C'en est la source. Il y a une légitimité historique, il y a eu une présence juive permanente, et pas seulement une présence juive historique. Non, c'était une présence juive où les Juifs qui habitaient à Tzor, les Juifs qui habitaient à Gaza, les Juifs qui habitaient à Rafah, avaient conscience claire qu'ils faisaient partie, pas de la communauté de Babel, pas de la communauté du Caire, mais de la communauté d'Eretz Israël, qui ne faisait pas partie de l'Égypte, qui ne faisait pas partie de la Syrie, il faisait partie d'Eretz Israël. Ça, c'est une chose très importante à savoir. Dans tous ces endroits, il y a une présence juive continue depuis l'époque de Yahushua, depuis l'époque de Josué, à quelques exceptions près, il y a une présence juive à Gaza. Ça commence bien avant avec Abraham, avec Yitzhak, Yahushua avec les Shoftim, etc. De même, au nord, ces territoires, elles font partie des terres de Zevulun et de Asher, des tribus de Zvulun et de Asher. Okay? Voilà. Maintenant, ça, c'est donc une deuxième chose. Et une troisième chose, OK, quel rôle est-ce que cela joue vis-à-vis de nos ennemis, vis-à-vis de nos voisins? Eh bien, pour citer Tzvi Yecheskel, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, si ce n'est la majorité, le Parshan, le commentateur de Arutz Shlosh, ce serait une personne qui connaît bien les mœurs de notre région. Eh bien, il dit une chose suivante, c'est que comment les Arabes perçoivent notre présence. Ils disent que pour eux, il dit que pour eux, la véritable Nakba, la véritable catastrophe, c'était les localités juives installées en Judée-Samarie après 67. Naturellement celles d'avant. Mais ensuite, la Nakba Aleph, c'est 48. Nakba Bet, c'est 67 et la suite de 67. Ce qui leur fait peur, ce n'est pas les patrouilles militaires juives israéliennes le long de la route numéro 60. Ce qui leur fait peur, c'est les maisons juives établies à Elon Moreh, à Kdumim, à Ofra, à Gush Etzion, à Hebron, au sud de Hebron, au nord de Hebron. C'est ce qui fait peur. Pourquoi? Parce que la terre, c'est l'honneur. Adama y Kavod.
Et parce que quand les Juifs viennent pas seulement ouvrir ici leur boutique, mais viennent planter des vignes et des oliviers, ah, là c'est du sérieux. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils prennent possession de la terre. Ils s'établissent sur la terre. Donc, et là, je voudrais citer un autre truc, je ne sais pas si vous connaissez un juif très intéressant qui s'appelle Gilad Ad Khan, qu'on appelle, qui, regarde, je vais essayer de trouver un INE. Qui, montrer ça. Voilà, ça c'est un plan qu'il a élaboré. Il vient de revenir de Milouim. C'est lui qui, pour ceux qui connaissent, qui a fait plein de projets qui ont fait beaucoup de bruit sur, il a fait Shtula où il a implanté une taupe, entre guillemets, suédoise dans les rangs du Hamas en Europe, où il a dévoilé des sommes faramineuses fournies par l'Union européenne et par l'ONU pour l'autorité palestinienne pour qu'elle occupe des terres des zones C en Judée-Samarie et il a fait beaucoup d'autres choses. Et là, il a fait un programme qui s'appelle Tochnit Oz le Israël, Oz le Israël, Besharei Aza, au sujet du futur, de l'après-victoire, de l'après notre victoire. Bon, j'invite à le lire, c'est quelque chose qui vient de paraître. Euh, et il parle effectivement de ce qu'on a parlé de Afichata Vector, changer de vecteur, c'est-à-dire que là, on voit le vecteur, c'est l'occupation arabe islamiste mortifère qui vient de Gaza vers tous les yeshuvim qui entourent Gaza. Eh bien, il faut transformer cela en cela, c'est-à-dire rebâtir les yeshuvim, les kibbutzim, pas autour de Gaza, mais à l'intérieur de Gaza. Construire des quartiers de Sderot, pas à l'extérieur de Gaza, mais à l'intérieur de Gaza, pour effacer la frontière et pour dire en deux mots que, chers amis, eh bien maintenant, vous allez payer le prix de votre aventure, entre guillemets, pas en termes de vie humaine, pas en termes de terroristes liquidés, mais en des termes qui vont véritablement vous faire mal, à savoir en kilomètres carrés. Et pas seulement en kilomètres carrés pris par l'armée israélienne, mais parce que l'armée, la présence, elle est toujours provisoire. Quand est-ce que ça devient une présence à long terme? Eh bien, c'est quand il y a des civils, quand il y a des écoles, quand il y a des localités, quand il y a des routes, quand il y a etc., etc. Et donc, il n'y a pas meilleur moyen de dissuasion que de dire qu'on est là pour rester. Que de dire qu'on est là pour rester, on est là, on a réinvesti cela et on est là pour ne plus partir. Et là, je voudrais, avant de vous redonner la parole, je vois qu'il y a des questions. Regarde. Changer les frontières ou les voisins. Quand je dis changer les frontières, ça veut dire au-delà de nos frontières, remplacer nos voisins par notre présence. Alors bien entendu, ça va de pair. On ne peut pas changer de frontières sans changer de voisins, mais pour répondre encore mieux à votre question, c'est effectivement c'est expulser une très grande partie des voisins qui sont là. C'est-à-dire, il y a déjà la majorité de Gaza
qui a quitté le nord et le centre de Gaza, qui sont cantonnés dans le sud. Une bonne partie des habitants du sud du Liban ont déjà été évacués. D'ailleurs, dans le sud Liban, au Liban, il y a à peine 5 500 000 habitants. L'écrasante majorité vivent dans le centre et dans le nord. Seulement moins de 200 000 habitent au sud Liban et l'écrasante majorité, eh bien, c'est dans la ville de Tzor, de Tyr. Donc, effectivement, ça exige aussi un transfert de population ennemie, vu qu'on a aussi compris que toute la population là-bas est ennemie. Il y a la différence entre terroristes et civils est assez inexistante. Et que au fond de tous les habitants actuels du Liban, de Gaza, ah ben voilà, j'ai répondu à cette question, de la partie orientale de l'Égypte, Rafir, les États ne nous reconnaissent même pas Jérusalem. Eh bien, voilà, donc là, je pense que dans votre question, dans vos questions, ce qui ressort, c'est que que diront les nations, que diront, etc., etc. Si on se posait ces questions, on n'aurait jamais commencé notre entreprise sioniste. Pourquoi? Parce que nul lui donnait quelque chance que ce soit à ses débuts. Et c'est seulement suite à une pression juive sioniste très forte, les congrès sionistes, les vagues de Aliyah, première vague, seconde vague, que les peuples ont été forcés à nous prendre au sérieux. Et ensuite, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que la Grande-Bretagne nous a soutenus. Et ensuite, il y a eu un autre concours de circonstances après la Première Guerre mondiale qui a fait que la Société des Nations nous a avalisés. D'ailleurs, c'est le seul document de droit international qui parle de toute cette région, Israël, Judée, Samarie et Jordanie, et qui reconnaît le bien fondé que ça doit être de la position juive à ce sujet, qu'en fait, c'est une terre qui doit devenir un État juif. D'ailleurs, il y a une clause qui fait le lien entre l'Organisation des Nations Unies et la Société des Nations quant au mandat britannique sur Eretz Israël. Là, il y a des personnes qui doivent mieux que moi qu'en fait, le seul fois que s'est prononcée la communauté internationale sur l'avenir de cette terre, eh bien, c'était pour la donner au peuple juif. Mais tout ça pour répéter et pour dire que il faut changer cause et effet. C'est pas l'opinion internationale qui est la cause et les frontières juives qui doivent en être l'effet. C'est la position juive et les frontières juives israéliennes qui doivent être la cause et le concert international qui doit être l'effet qui doit suivre. Il ne peut pas suivre si les Juifs ne soutiennent pas et n'ont pas une position propre juive quant à leurs frontières. Depuis quand est-ce que une nation s'adresse au concert national et disent, dites-moi, que diriez-vous de telle ou telle frontière pour moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, vous êtes d'accord? Ok, bon, alors qu'est-ce que vous dites? Bon, j'accepte. Depuis quand est-ce qu'on a vu une telle chose? Tout d'abord, on présente nos frontières. Ensuite, on les défend. Et là, on a des très bonnes raisons de les défendre.
euh, euh, et ensuite on les maintient. Et on fait tout pour les élargir et pour les maintenir. Maintenant, plus que cela, il faut savoir que jusqu'en 56, pardon, qu'après 48, quel était le but de la guerre de Tachar? Le but de Tachar, c'était expansion. Le vote sur la déclaration d'indépendance, eh bien, beaucoup d'historiens disent que le vote n'était pas voté ou pas voté, déclaré ou pas déclaré, pardon. Mais le vote du 12 mai 48 portait sur un autre problème, une autre question. Est-ce qu'il faut inclure des frontières dans notre déclaration d'indépendance? Et Ben Gurion a dit Chas v'shalom. Quelle frontière vous voulez inclure? Celle du 29 novembre 47 avec 3 saucisses sur la carte? Mais vous êtes fous? Pourquoi est-ce qu'on doit se lier à des frontières intenables? Au contraire, on doit élargir nos frontières plus que possible, au maximum. Le but de la guerre d'indépendance, c'était élargir les frontières. Le but de la guerre de Kadesh en octobre 1956, c'était élargir les frontières. Pour ceux qui ne savent pas, en à peine 6 mois de présence à Gaza, à l'époque, on a déjà eu le temps d'établir une localité à Rafir, Nahal Rafir, et de cultiver plus d'un millier de dunams de terrain à cette époque. Pourquoi? Le but, c'était l'expansion. Même chose, la guerre de 67, le but, c'était expansion. Et c'est une chose très importante, très, très importante. Et c'est pour ça que, pour finir, les Arabes ont enterré leur hache de la guerre parce qu'ils ont compris, mais ces Juifs, ils sont fous. Après chaque guerre, ils nous prennent encore des territoires. Alors peut-être qu'on doit leur parler autrement, Oui, c'est peut-être qu'on doit sur le bureau inventer, sur ton bureau là-bas. peut-être qu'on doit inventer un peuple pour changer de stratégie et maintenant parler au nom du soi-disant peuple palestinien, etc., etc. Maintenant, depuis Oslo, de la manière, depuis comment on appelle ça, le Camp David, il y a plus forte raison, depuis Oslo, le paradigme est devenu celui du rétrécissement et pas de l'élargissement, pas de l'expansion, celui de l'arrangement du Hasdara et pas de la victoire, celui des négociations avec des partenaires et pas de la victoire contre des ennemis. Et c'est un vecteur qui doit être modifié. Je regarde encore vos questions, les gars. En payant les familles des assassins, l'autorité palestinienne reconnaît leur complicité, tous coupables. Ken, bien sûr. C'est pas seulement la complicité, c'est pas seulement la complicité mais bien sûr. C'est-à-dire, ils nous le disent noir sur blanc. Nous avons un but. Nous avons une forme de héros. C'est des personnes qui massacrent des juifs. C'est des shahidim. C'est les héros. Et on mobilise. Grâce à qui ils le font? Grâce à la Croix-Rouge. Pourquoi? Parce que pour recevoir comment dire, ces prestations, eh bien, vous devez remplir un formulaire lorsque vous êtes en prison, dans une prison israélienne. Vous êtes dans la prison de Gilboa, vous êtes dans la prison de Ofer, vous êtes dans la prison de Megiddo, vous devez remplir un formulaire. Donc, comment je sais que tu es en prison? Alors, qui est-ce qui leur amène les formulaires? Les gens de la Croix-Rouge.
ils remplissent, ah, très bien, et ensuite, sur la base de ces formulaires, je suis condamné à tant, 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 leur famille et eux-mêmes reçoivent 3, 6, 7, 12 000 shekels par mois. Comprenez? Donc ça, je crois que euh, euh, ça va prendre du temps, mais je crois qu'on est en train d'intérioriser, d'assimiler à qui nous avons affaire, que ce n'est plus une affaire d'arrangement, ce n'est plus une affaire de négociation, c'est une affaire de soit nous, soit eux. Il n'y a pas d'autre option. Maintenant, soit nous, soit eux, ça veut dire en deux mots, pas seulement une question de victoire, mais une question de souveraineté qui sera au sud-ouest de Sderot, qui sera maître et souverain au nord de Hanita, de Manara, de Metula et de Kiryat Shmona. Qui sera souverain? Maintenant, naturellement, ça fait peur. Naturellement, bon, il y a des roquettes, il y a des fusées, il y a de sites. Mais je parle à long terme. En tant que peuple juif, nous avions l'habitude de penser toujours à très long terme. Puis tout d'un coup, en tant que euh, des gens du Tachles, tout d'un coup, on est préoccupé maximum par ce soir, tout au plus par demain matin. Personne n'ose penser à ce qu'il y aura dans un mois, dans un an. Mais la stratégie, toute la nature, l'essence de la stratégie, c'est de penser à long terme. C'est d'intégrer nos rêves et nos aspirations nationales, notre patrimoine, à notre pratique politique, économique, territoriale. C'est ce qui exigeait des dirigeants, c'est ce qui exigeait, c'est pas seulement répondre à la question comment est-ce que je vais conquérir cette colline, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette colline une fois conquise? C'est dingue qu'on puisse pas dire qu'on n'ait pas d'opinion à ce qui va advenir de Gaza une fois le Hamas neutralisé. C'est tout simplement fou. מה זאת אומרת? אתה לא יודע מה אתה תעשה עם זה? Qu'on n'avait pas de plan comment attaquer Gaza? On avait besoin de quelques semaines pour dresser les cartes, etc., etc. השתגענו? Regarde, maintenant, serait-il occasion de dire que ces villages arabes palestiniens appartiennent à Israël totalement? On ferait quoi de ces habitants? Eh bien, bien sûr. Regardez les questions avant. Ah, avant, slicha. Oui. Alors, Brigitte, lis-moi les questions, s'il te plaît, parce que Oui, ici, je veux dire surtout la mienne. Pourquoi, dans le cadre des accords d'Abraham, ne propose-t-on pas aux pays sous-peuplés et riches comme l'Arabie saoudite d'accueillir la population de Gaza? Très bien, très bien. D'ailleurs, si tu lis les projets qui sont faits par les groupes Nahala de Gazit, les groupes de Gilad Ach, etc., eh bien, il y a des plans. Il y a plein de personnes qui projettent, qui ont déjà dressé des plans très détaillés du comment évacuer ces Arabes, que ce soit en Égypte, que ce soit en Jordanie, que ce soit en Arabie, que ce soit au Qatar, par exemple. Non, mais l'Égypte, c'est un pays pauvre et surpeuplé. L'Arabie saoudite, c'est un pays riche et sous-peuplé. Il faut une logique économique. Oui, bien sûr. Bien sûr, d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que ces questions d'échange de population, de transfert de population, ne posent pas problème lorsqu'il s'agit du Pakistan,
qui renvoie en Afghanistan des millions de Pashtuns? Pourquoi il ne pose pas problème lorsqu'il s'agit d'Ukrainiens qui, par millions, inondent l'Europe occidentale? Ou bien des Africains, des Nord-Africains, des Arabes qui inondent l'Italie, la France, l'Espagne, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'est seulement un seul cas où il ne s'agit pas d'énormément de réfugiés, mais à peine, on parle de 2 millions, ils sont bien moins de 2 millions. D'ailleurs, d'après les chiffres, encore une fois, de Tzvi Cheskel, dans les 6-7 dernières années, il y a plus d'1 million qui ont quitté Gaza. Et le même chiffre qui a quitté la Judée et Samarie. Pour aller où? Pour aller dans le monde entier, qui ont déjà quitté, que ce soit en Amérique du Sud, par exemple, où ils le reçoivent, ils n'ont pas besoin de visa pour arriver à, je ne sais pas, au Brésil, en Argentine, à Santiago de Chile et compagnie, et sans parler d'autres pays. Pourquoi est-ce que la seule population qui fait problème à ce niveau, c'est le problème de Gaza? Eh bien, je vous réponds, parce que c'est une population qui est tenue otage par leurs frères arabes et par la communauté bien pensante internationale. Pourquoi? Dans quel but? Dans le but de causer du tort à l'État juif. Dans le but de faire problème à l'État juif. Parce que ces otages, c'est, comment dire, c'est pas pour rien que c'est aussi les seuls réfugiés de 3e, 4e, 5e génération. Et c'est les seuls réfugiés qui ont une autorité spécialement faite pour eux qui s'appelle l'UNRWA. Parce que tous les autres réfugiés de tous les autres pays ne peuvent être réfugiés que durant la première génération. Leurs enfants ne sont plus des réfugiés. Les seuls qui peuvent être réfugiés 3e, 4e, 5e génération, c'est ceux qui sont appelés les Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour résoudre le problème palestinien, ils sont là pour démanteler l'État juif. Ils sont là pour préparer l'inondation démographique de l'État juif. Et c'est pour ça qu'ils sont maintenus en présence, en alerte, toujours prêts au 7 octobre 23, etc., etc. Comprenez? Donc ça, il faut savoir, il faut démanteler ces choses-là, il faut démanteler ces mythes et dire cette vérité, d'abord aux Arabes et ensuite aussi à tous ceux qui se portent à leur défense. Ouais, d'abord à nous-mêmes et après aux Arabes. Et il y a une question de Nelly. Tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait 2 styles de guerre. Les premières guerres, c'était des guerres d'expansion. On gagnait du territoire. Et tu as dit que depuis Oslo, finalement, à chaque guerre, on perdait du territoire. Mais Nelly pose la question, dit que finalement, l'expansion qu'on avait lors des guerres, c'était pas un but, c'était une conséquence. Et parfois, on l'a pas tellement choisi ou voulu. C'était un but caché. Lorsque vous lisez les journaux de Ben Gurion, de Tabenkin, de Moshe Dayan et d'autres, eh bien, il y avait un but de conquête. En 1956, vous lisez le discours de Ben Gurion avec la conquête du mont Sinaï, c'est quelque chose de messianique à 100%. La guerre des 6 jours, c'était une guerre qui était forcée, mais une fois forcée, eh bien, regardez les parachutistes, regardez les kibbutznikim du Nord qui nous appellent le dernier jour, il faut libérer les Ramat Golan. C'était une guerre qui avait un but, même s'il était déclaré avec un peu de timidité, mais c'était un but. Après, après 90, on n'avait même pas seulement le but de ne pas reprendre le territoire. Le but n'était même plus de gagner. Et ça, on l'a dit, on l'a redit plusieurs fois. Vous aviez des chefs de l'armée, du Mossad et du Shabak qui nous disaient qu'il est interdit de vaincre. Parce que, attends,
Mais si tu vas vaincre les Palestiniens, avec qui tu vas négocier après? Alors, je me rappelle comme à ce jour de Ami Ayalon qui le dit de manière noir sur blanc dans une interview à Ilana Dayan. Assour lanu lenatzeach im minenel masa matan. C'était pendant la guerre d'Oslo 2002. Je me rappelle, je le voyais de Milouim. J'étais ébloui. On était là en train de, dans nos, durant nos opérations, et puis tu le vois donner interview. Il dit, il nous interdit de remporter la victoire. Voilà. Il y avait d'autres questions? J'ai permis aux gens d'ouvrir les micros. Si tu as fini ton exposé, les gens peuvent ouvrir le micro et poser des questions. Des questions toujours plus intéressantes. Jacques. Je pose une question. Bonjour, je peux poser ma question? Okay. Avec la caméra, c'est encore mieux. Bon, la caméra, voilà la caméra. Bonjour. Toda. J'ai une question. J'habite en Judée-Samarie et en face de moi, il y a des villages qu'on dit palestiniens. Est-ce que maintenant qu'on est en pleine guerre, est-ce qu'on ne peut pas dire que ces endroits là-bas, c'est Eretz Israël et que les habitants, ils sont seulement des habitants en Eretz Israël, ils ne sont ni palestiniens ni rien. Moi, je pense que c'est maintenant l'occasion. Est-ce que c'est faisable? Ou alors, les renvoyer, on ne peut pas. C'est 2 millions de personnes, non. Il y a, vous savez, il y a, bon, tout d'abord, au niveau de principe, ce que vous dites, c'est l'expansion de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Alors là, la question, elle est bien sûr, elle est oui. Elle est oui. Maintenant, renvoyer, ne pas renvoyer, qui renvoyer, etc., etc. Eh bien, ça, il faut, c'est une question qui est très, très, très simplement solvable. Il y a un plan par étapes. Il y a telle ou telle condition pour devenir citoyen israélien. Vous n'êtes pas citoyen, vous n'êtes pas, vous répondez pas à ces questions, eh bien, ok, vous pouvez vivre ici, comme il y a des habitants arabes qui habitent en Israël, à Jérusalem, qui sont Toshav Keva, qui sont des résidents permanents, qui ont tous les droits individuels, qui ont même le droit de vote à la municipalité de Jérusalem, mais qui n'ont pas le droit de vote, etc. Ailleurs, il y a des cas, plein de cas au niveau international, de choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut inciter de manière économique à les faire quitter le pays? Bien sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup qui veulent quitter le pays? Bien sûr. D'autant plus que maintenant, ils ont beaucoup moins d'emplois en Israël. S'ils leur offrent la possibilité de décoller de Ben Gurion pour n'importe quel pays, eh bien, on sait, d'après des sondages, que des dizaines et des dizaines de pourcents seront prêts à le faire. Maintenant, troisième chose, on voit que ce qui commence maintenant en Israël, eh bien, c'est pas seulement, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Il faut prendre une perspective. C'est quelque chose qui a commencé entre la Russie et l'Ukraine, qui a continué dans d'autres régions, qui a continué avec la Chine, qui tout d'un coup devient pas seulement un monstre économique, mais un monstre militaire, politique, etc., etc. Donc, et puis, il y a les frontières qui ont été, il faut savoir qu'elles n'ont pas été établies il y a si longtemps. Ce n'est pas des frontières qui datent de millénaires, c'est des frontières qui datent pour la plupart de moins de 100 ans. Donc, c'est des frontières qui changent. Il y a des mouvements de population. Et là, il faut être prêt à des mouvements, changements tectoniques des populations, des États, parce que pour ceux qui ne le sentent pas, eh bien, il suffit d'ouvrir comment dire, des sites qui parlent de politique internationale et qui présentent l'image géopolitique du monde actuel, eh bien, on voit que les choses bougent, un peu partout. Et là, il faut être prêt qu'elles bougent en notre faveur. Oui, Judith.
poser une question. En fait, vous dites que l'armée propose le plan de Sadat. C'est-à-dire, C'est-à-dire faire la guerre et la perdre pour pouvoir négocier. c'est ce que l'armée proposait. Ken, exactement. Exactement. Eh bien là, il faut effectivement changer de disquette et dire qu'il faut faire la guerre pour gagner et que cette victoire doit être pour prendre des territoires, établir la souveraineté juive sur des terres historiques, bibliques, stratégiques d'Eretz Israël. Nachon. Nachon. Mais pour cela, encore une fois, il faut savoir que ce n'est pas à l'armée de décider de nos frontières. Ça, c'est encore une chose Non, c'est qui est, politique. qui est complètement sans dessus-dessous en Israël. Depuis quand est-ce qu'on demande aux généraux quelles doivent être nos frontières? Non, on doit dire aux généraux, im kol hakavod, les frontières doivent être telles, telles, telles. Ça, c'est du rôle politique de dire quels sont nos buts au niveau politique, au niveau territorial. Et l'armée doit nous dire, eh bien, pour cela, on a besoin de temps et temps de divisions d'armée, de temps et temps d'escadrilles, de temps et temps de soldats, etc. Voilà, c'est à col. L'armée répond à la question du comment. Le politique et l'homme d'État répond à la question du quoi et du pourquoi. C'est à col. Je peux poser une question. Daniel. Effectivement, c'est le politique qui doit décider quelles sont nos frontières. Mais justement, le politique n'est pas intéressé du tout à prendre des décisions. On le voit bien. Moi, ce que je pense qu'aujourd'hui, la situation, les gens, les soldats qui sont en train de combattre ne veulent pas arrêter. Et ça doit venir du peuple, en fait. Si nous se réveillons, nous ne réveillons pas. Alors, Daniel, vous me tendez la perche. Vous me tendez la perche, vraiment, pourquoi? Parce que c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est que les frontières et tout ce dont on parle, ce n'est pas seulement une affaire de droite et gauche. On sait que le clivage essentiel en sociologie, en sciences politiques, ce n'est pas un clivage horizontal, mais c'est un clivage vertical entre générations, entre papa et fiston, entre maman et fille. C'est le clivage. Et là, la génération, on voit que la génération des années 70-80, elle était déçue par les pères, par le sionisme qui n'a pas amené la normalité, qui nous a pas fait une nation parmi les autres. Et donner confiance à qui? Aux ennemis. Il faut donner une chance à la paix. C'est quoi la chanson d'après 73? Iftartem Shalom. Vous avez promis la paix? À qui il s'adresse? À papa et maman. Vous nous avez déçus, papa et maman. Où est la paix? Alors à qui on s'adresse pour avoir la paix? À Anwar et à Yasser, Imarshmam. Et maintenant, et ça c'était la génération des 80, des 90, des 2000, et tout d'un coup, on voit que là, il y a une toute autre génération. Une toute autre génération. Elle nous a époustouflés par ses capacités de don de soi sur le champ de guerre, mais c'est une génération qui a zéro confiance en nos ennemis et qui reprend confiance dans les pères, dans les patriarches et dans les matriarches. Et ça, c'est très important. C'est pas pour rien qu'on retrouve maintenant les tzitzit et les tfilines dans l'armée. C'est pas pour rien que les soldats plantent leurs arbres. C'est pas pour rien que dans toutes les que dans tous les endroits conquis, eh bien, on dessine le Mizrach. Et c'est pas pour rien qu'on part avec Shema Israël, etc.
et qu'il y a et que chacun veut écrire sa lettre dans le Sefer Torah, et les garçons et les filles. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle génération avec des tout autres azimuts qui a perdu confiance totale dans nos voisins, qui ne veut plus entendre parler d'arrangement, de asdara, de achala, de shmachala, bachla, shmachla, qui veut la victoire, qui veut la terre, qui veut les pères, qui est une autre génération. Bien entendu, jusqu'à ce que cette génération prenne position, etc., ça va prendre des années, ça va prendre du temps. Mais c'est pas pour rien que regardez tous ces appels, tous ces appels des magadim, des chefs de bataillon, des chefs de brigade, qui s'adressent dans des lettres aux gradés pour leur dire hey, Adassof, Adassof, parce qu'ils sentent, il y a un balbutiement, il y a des atermoiements, il y a des hésitations. Et chaque fois, ils disent frère, aucune hésitation. Akol beseder mitkadmim. C'est une toute autre génération, pas seulement au niveau, comprenez, ça dure déjà 3 mois. Ça dure déjà beaucoup de temps. Et je crois qu'il faut savoir, quand je parle d'hommes d'État, c'est-à-dire les hommes d'État, ceux qui sont véritables, eh bien, ils descendent au front pour s'emplir de cet enthousiasme et de cet esprit, de cette morale, de ce sentiment du bien fondé total de la cause juive, pour se remplir et pour revenir, pour ramener cela. Tous les soldats qui sortent, ils disent, mais écoutez, il y a 2 planètes. Il y a la planète armée, et puis il y a la planète toile, je ne sais pas, Facebook, Schmacebook, médias, peu importe. C'est 2 planètes. Une planète avec plein d'idéaux, plein d'unités, plein d'amour, et une autre qui est encore comme le Shmagatz, auquel, à son dernier, comment dire, dernière décision, tout est bon sauf une chose, il manque juste une ligne là-bas. La ligne de la date. Ils ont oublié d'écrire que ça date du 6 octobre 2023. Pour tout le reste, tout va bien. Comprenez? Mais le peuple, il a tourné la page. Tous ceux qui n'ont pas tourné la page, ils sont, comment il disait l'autre, caducs. Ils sont caducs. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pardon. Okay. Il y a une dernière question? Je vous ai convaincu. Yes, je vous ai convaincu pour une fois. Non? C'est tout, bon, on a... Parce qu'il faut arrêter, on continue la prochaine fois, hein, c'est pas... Voilà. En vérité, Ouais. le passage comme ça d'une génération à l'autre au niveau politique, c'est un vrai problème actuellement. Parce que ceux qui nous dirigent, c'est l'ancienne génération à tous les niveaux, avec les batailles bêtes, etc. Et tout cet élan idéaliste, ça reste chez les soldats, chez les jeunes, chez quelques-uns cinglés comme nous. Mais je veux Oui, dire, mais vous savez, les comment soldats, on fait? mais il faut savoir, il faut donner confiance au peuple. Les soldats aujourd'hui, ce n'est pas 20 000 par-ci, 30 000 par-là. C'est 350 000 milouimnikim. C'est 200 000 personnes évacuées. C'est des centaines de milliers de parents de ces milouimnikim, de parents, d'époux, d'épouses, d'enfants de ces milouimnikim. C'est des centaines de milliers de parents, des soldats, de Sadir. Croyez-moi, ils vivent au rythme de leurs enfants. Ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs enfants qu'à l'écoute de, je ne sais pas,
ערוץ כאן חדשות, שם חדשות. Comprenez? C'est Donc vrai, ça, il mais faut dans maintenant, le, et ça, il faut savoir que c'est des processus. Les processus les plus importants sont des processus qui prennent du temps. Il ne faut pas se laisser distraire par des déclarations qui, du jour au lendemain, de politiciens, de personnes, je ne les lis pas. Il faut filtrer. Pourquoi? Parce que personne ne va s'en rappeler demain. Personne, même pas lui. Mais là, ce nouveau visage, cette nouvelle identité retrouvée au travers de ceux qui ne sont pas seulement les plus idéalistes, mais ils sont les plus proches, les plus au contact avec la réalité. Ce n'est pas qu'ils sont déconnectés, ils sont des mécènes. Non, ils sont conscients que la seule chose qui permettra de résoudre le défi auquel on fait face, et qu'ils connaissent très bien, ils connaissent ce défi. Ce n'est pas pour rien qu'ils disent Shema Israël dans la mosquée de Jenin, parce qu'ils savent ce que c'est la mosquée de Jenin, bien plus que les professeurs Asa Kasher, Asa Lo Kasher, qui écrivent le code Éthique. le code éthique, De l'armée. le code Éthique peu de importe, l'armée. de l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette mosquée, c'est de là que partent des terroristes, c'est là qu'il y a des munitions, c'est de là que sont sortis des avertissements lorsque Israël a fait entrer son armée, etc. C'est un centre terroriste de Jenin et dont la base est religieuse. Et donc la réponse, elle doit être aussi religieuse. Et là, le soldat, au niveau le plus naturel, il prend le micro et il dit Shema Israël, mais il l'a entonné, mais comme un véritable chazan, vous l'avez entendu. C'est fantastique. Sfarad. C'est bien sûr, mais je parle de chazanim, il n'y a pas de chazanim ashkenaz. Et je m'excuse, Ken, mais on se comprend, Ken. Maintenant, non, mais ils savent ce que c'est. Alors les gens du Dover Tzad, là, c'est néged הערכים של בחייך הערכים של צה"ל. זה הערכים. C'est ça les valeurs. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs qui sont à la fois juives et au contact de la réalité. Et maintenant, cesse de nous polluer avec ces idées à la Saint-Paul qu'on est les seuls à respecter. Ouais, les makamim de Shema Israël, c'est très semblable aux makamim arabes, finalement. C'est oriental. D'après ce que je sais, les makamim arabes ont beaucoup appris des makamim, juifs. Oui. Alors vraiment. Comme ça. Un mot de Judith et on termine parce que sinon c'est sans fin. Judith voulait dire quelque chose. Oui, s'il vous plaît, les gens du Sud qui ont tendu la main aux Palestiniens, aux Gazaouis particulièrement, et qui les ont tellement aidés, dans quel état d'esprit politique peuvent-ils être aujourd'hui? Eh bien, il faut leur demander, je crois. Hier, il y a une. Hier, beaucoup qui a parlé. Beaucoup d'entre eux ont ce qu'on appelle ont été dégrisés. Ken, ce sont ont été Nafala Simone. Nafala Simone. Itpakachut. Ken, bien sûr. Mais ça ne va pas dire qu'on doit maintenant se frotter les mains. Non, chas v'shalom, ceux qui ont payé les prix. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est un problème d'identité, de civilisation. Ce sont des questions que nous, à la Midrashet Yehuda, on pose depuis des années, puisqu'on parle depuis des années de l'État juif, etc. N'est-ce pas, Eliezer? Vous avez vu venir? Non, ce sont les vraies questions. On continue la prochaine fois, je pense que c'est bien comme ça. Merci à tout le monde. Il n'y a pas de cours aujourd'hui. Je voulais juste dire. Quoi? Il n'y a pas.
Shavuot Tov. Shabbat Tov, Mazel Tov. Besorot Tovot. Shavuot